Cette semaine à l'émission, on reçoit Yann Lequéo, qui est directeur des opérations pour l'AS Blainville, et on discute de la prochaine saison dans la NFL. Bienvenue à Sport Addict. Pour notre portion de discussion de cette semaine, on accueille toujours nos deux chroniqueurs, Frédéric Corrette et Maxime Gagné. Comment ça va? Très bien. On parle donc de football pour débuter l'émission, puisqu'il y a eu beaucoup de mouvements dans les dernières semaines pour les joueurs autonomes. Et on voulait justement aborder les plus grosses acquisitions ou les acquisitions les plus importantes là, au cours du marché des joueurs autonomes dans la NFL. Et donc, évidemment, on avait un joueur qui était très convoité. On parle de Nick Foles, le corps arrière des Eagles de Philadelphie, qui a connu deux bonnes dernières saisons, surtout en séries éliminatoires, en étant très solide, justement, lorsqu'il devait répondre à la pression. Et lui, il a finalement signé avec les Jaguars de Jacksonville. Et on parlait beaucoup, justement, de ce joueur avec les Jaguars. Je pense que ça a été une bonne acquisition pour eux, puisqu'il va quand même bien remplacer Blake Bortles, qui a été donc libéré. Qu'est-ce que vous pensez de cette acquisition-là? Super bonne acquisition, selon moi. Justement, Blake Bortles, peut-être pas le corps arrière idéal pour cette équipe. On sait qu'ils ont une super bonne défensive, mais c'est ça qui leur manquait, justement. Il leur manquait un pilier à l'attaque. Puis moi, je pense que Nick Foles, s'il joue, justement, comme tu as dit, dans justement les séries qu'il a faites la saison passée et le Super Bowl l'autre année d'avant, c'est vraiment une bonne acquisition là, pour les Jaguars. C'est probablement ce qui manquait aux dernières années pour les Jaguars, qui, entre autres, il y a 2 ans, ont été éliminés rapidement, là, alors qu'on s'attendait peut-être à ce qu'ils se rendent jusqu'au Super Bowl. Tu as réussi ta prédiction. Je vais te féliciter pour ça. C'est ce qu'on voit. C'est vrai, on en avait parlé durant la saison. Et puis, finalement, ça s'est avéré vrai. Toi, Frédéric, de ton côté, tu l'as débuté avec Golden Tate du côté des Giants de New York. On pense que ça, il était avec les Eagles, lui, en fait. Exact. Puis là, les Giants de New York, on se dit, OK, pourquoi il est allé là? On pense au cher Odell Beckham Jr. qui est parti, malheureusement, donc avec les Browns. Donc, il y a vraiment un gros morceau à l'attaque à combler, on va se le dire, surtout que les Giants, c'est pas une fiche très glorieuse là, des dernières années. Leur corps arrière commence à être pas mal vieillissant. On pense à Eli Manning. Donc, pour vrai, je pense que c'est une bonne acquisition, mais est-ce qu'il va être capable de remplacer un receveur de talent comme Odell Beckham Jr.? Non, parce que ça, c'est pour vrai, Odell Beckham Jr., c'est un dominant là, dans la ligue. Il est dans les top 3 receveurs. Mais Golden Tate, c'est vraiment c'est un bon vétéran. Je pense qu'il peut vraiment amener quelque chose de bon au niveau de l'attaque. Puis, selon moi, c'est une bonne acquisition, sauf que les Giants vont pas se rendre bien plus loin, selon moi, avec lui dans l'équipe. Puis Golden Tate, qui est peut-être beaucoup moins spectaculaire qu'Odell Beckham Jr., effectivement. mais il est reconnu pour aller chercher des verges après la taper. C'est ce qui sera peut-être intéressant de ce qu'il peut amener avec les Giants, évidemment. Pour OBJ, penses-tu qu'il y a des problèmes à l'extérieur du terrain? Ouais. J'ai l'impression que peut-être les Giants ont voulu s'en débarrasser. Ça se pourrait très bien parce que justement, on le voit, c'est un gars de caractère, là, ça paraît. Puis là, avec les Browns, moi, c'est ça que j'ai hâte de voir parce qu'on pense à Landry aussi qui est là, on pense à Mayfield. C'est tous des joueurs qui ont des gros caractères, on va se le dire. Fait que, est-ce que ça va peut-être causer des tensions? Ça va peut-être être des petits party boys en dehors du terrain. Fait que j'ai hâte de voir ça. Mais moi, je pense que s'ils sont bien encadrés, ça pourrait mieux aller qu'avec les Giants dans les dernières saisons. Évidemment, rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité dans la NFL, on rappelle là, que Odell Beckham Jr. a été échangé aux Browns de Cleveland durant l'entre-saison. Et donc, les Browns qui vont être plus solides du côté des receveurs. Rapidement, Maxime, maintenant aussi, toi, tu retiens 2 joueurs des Ravens là, qui sont importants pour le futur de l'équipe. Tout à fait. Les Ravens vont tirer des bons coups, justement, avec le porteur de ballon Mark Ingram, anciennement des Saints de Nouvelle-Orléans. Il est tout jeune, enfin 29 ans. Il a passé 8 ans avec la Nouvelle-Orléans. Également, la saison dernière, il a réussi quand même 6 touchés avec une moyenne de 4,7 verges par course. Ce qui justement, c'est un joueur efficace. Il a de l'expérience. Puis justement, il a remporté le trophée dans Heisman, remis au meilleur joueur de la NCAA en 2009. Fait qu'on sait qu'il y a du potentiel justement à réanimer cette offensive-là. Même que les Ravens ont terminé 2e pour la meilleure offensive l'année dernière. Moi, je pense que ça va donner encore plus de power sur leur attaque. Oui, puis le jeu de course qui risque d'être solide du côté des Ravens. Crois-tu que Mark Ingram est capable de performer comme premier porteur de ballon, alors qu'on regarde du côté des Saints, il y avait quand même Camara qui était là aussi. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que oui.
Ils vont maintenir, comme je te dis, avec Edwards aussi, je pense que ça va être une méchante attaque au sol. Là. Ça va être. Puis on passe au corps arrière aussi, Lamar Jackson qui est capable de courir le ballon aussi. Fait que, même lui, Ingram peut compléter pratiquement le corps arrière. Fait que c'est sûr que c'est une bonne acquisition. Là. Totalement. Mais il y a une nouvelle philosophie aussi que les Ravens, ils vont donner beaucoup plus d'espace à l'attaque. On le reconnaît pour leur excellence en défensive, mais pour l'attaque, j'ai l'impression que ça va être vraiment intéressant. Et maintenant, défensivement, il y a Earl Thomas aussi qui est important pour l'équipe. Là. Exact. Ben lui, en fait, ça va être le maraudeur d'excellence pour l'équipe. On peut penser à un certain Ed Reed. À l'époque, justement, il y avait Lewis et Reed. Reed, c'était vraiment un duo explosif. Là. C'est lui, dans le fond, qui voit tout sur le jeu. C'est un excellent communicateur. Puis j'ai l'impression qu'il va amener justement ce leadership-là, ce gros gain-là en défensive. Puis il va créer les revirements qu'il faut amener justement les Ravens à remporter plusieurs matchs. Oui, entre autres pour des interceptions. On a hâte de voir les Ravens qui se sont beaucoup améliorés, là, risquent d'être solides pour les prochaines années, mais entre autres l'an prochain. Là. Merci beaucoup, Maxime. On va poursuivre donc dans la deuxième portion de l'émission avec d'autres joueurs autonomes qui ont retenu l'attention et nos prédictions pour la saison dans la NFL. On retrouve maintenant Yann Lequéo, qui est directeur des opérations pour l'AS Blainville. Très content de te recevoir à l'émission cette semaine. Merci. On va évidemment parler de ton rôle avec l'AS Blainville pour débuter. Donc, évidemment, le directeur des opérations, qu'est-ce que ça se retrouve à faire là, au sein de l'AS Blainville? Bien, au niveau des opérations, moi, je m'occupe principalement de tout ce qui va être la programmation avec l'équipe technique du club, tout ce qui va être la gestion des inscriptions, je dirais préparation, planification des événements. Aussi, on a des fêtes de début de saison, en fin de saison, des levées de fonds, un paquet de choses comme ça. Il va y avoir la gestion du personnel, gestion aussi de l'équipe de première ligue. C'est assez varié quand même. Là, ça touche vraiment plus les opérations là, en tant que telles, tout ce qui est plus administratif. C'est ça, parce que tu parles quand même de l'équipe de la première ligue, mais il y a évidemment plusieurs équipes au sein de votre association. Exact. Donc, justement, quels sont les niveaux qui sont offerts là, au sein de votre association? Bien, nous, on a la chance d'avoir à Blainville un club qui touche les 4 jusqu'à 77-78 ans. Dans le fond, c'est assez large, à peu près comme tous les clubs de soccer. Dans le fond, on donne de l'éveil jusqu'aux équipes seniors. Fait que ça nous fait vraiment une programmation qui est très large. On a vraiment des programmes pour les petits 4, 5, 6, 7. On a des programmes pour les ligues communautaires. On a du régional, interrégional. On a du provincial aussi. Puis on a l'équipe pro. Fait qu'on est un des 8 clubs au Québec là, qui a accès, dans le fond, à tous ces niveaux de compétition-là. Fait que ça nous donne quand même une masse de joueurs qui avoisine les 2000, un peu plus que 2000 joueurs pour notre saison estivale, avec des niveaux de compétition qui sont très, très, très variables. On parle de ligue locale jusqu'à championnat semi-professionnel, championnat canadien, etc. Donc, c'est quand même une grosse organisation. Oui, quand même. Et on sait que le soccer a gagné beaucoup en popularité dans les dernières années. Donc, votre mission, ça doit être aussi certainement là, de faire connaître encore plus le soccer comme un sport qui est très le fun à jouer là, et à développer. C'est ça, exactement. Dans le fond, nous, on a vraiment deux missions. Là. La mission numéro... les deux sont au même niveau. C'est d'amener les jeunes à atteindre le niveau le plus haut possible selon leurs attentes à eux. Puis on a la chance de pouvoir leur offrir ça. Ils peuvent rester au sein même du club et vraiment de l'élever jusqu'à la première ligue, progresser dans le monde professionnel. Puis l'autre mission qu'on a, c'est que les jeunes jouent le plus longtemps possible au soccer, qu'ils soient le plus longtemps actifs. Donc on a des programmes communautaires, des programmes de seniors, qu'on essaie de développer, des ligues locales même pour les adultes, des cours d'initiation pour les adultes, du soccer adapté aussi. Fait qu'on essaie d'être le plus large possible pour faire rayonner le soccer sur le territoire de Blainville. Et côté inscription, comment ça fonctionne pour les gens qui souhaiteraient justement s'inscrire ou commencer à faire du soccer? Là? Bien, c'est assez facile en fait, c'est de visiter le iceblainville.com. À partir de là, dans le fond, il y a l'onglet d'inscription. C'est très simple, ça se fait via une plateforme en ligne ou au bureau complètement de l'association. C'est assez simple. OK, donc on invite les gens à y aller si vous êtes intéressés évidemment à vous joindre à l'AS Blainville. Si on parle maintenant, justement, on parlait du club de Première Ligue. Donc, vous avez remporté les titres en 2016 et 2017, si je ne me trompe pas. J'imagine que l'objectif, évidemment, cette année, c'est de remporter un autre championnat en 2019. Effectivement, ça reste l'objectif principal de l'entraîneur Emmanuel Macagno. Du côté des garçons, parce qu'on a une première ligue masculine, on a une première ligue féminine aussi. Du côté des garçons, c'est ça, c'est de viser un troisième titre d'affilée. On a une excellente équipe cette année, on a eu des départs, mais on a eu des très bons ajouts, notamment Vandril Lefebvre de l'Impact de Montréal, qui s'est joint à nous cette année. On a des excellents universitaires aussi qui se sont joints à nous. Donc, on a vraiment une équipe qui, on pense, va finir dans le premier tiers du tableau. Puis on vise, à part
régale aussi une belle progression dans le championnat canadien comme on l'a fait l'an passé. Mais tu en parles justement du championnat canadien. Donc, l'an passé, vous avez été éliminé par le Fury d'Ottawa, mais quand même, vous avez connu un merveilleux parcours là, au sein du championnat canadien. Ça doit être quand même un moment assez le fun à vivre là, au sein de l'organisation. C'était assez unique. On avait vraiment beaucoup de gens qui étaient présents. On a eu un premier match à Laval contre les champions de la Ligue 1 en Ontario, qui est l'équivalent de la Première Ligue au Québec. Donc, ça a été des super beaux matchs. But à la 92e minute de notre attaquant vedette. C'était vraiment incroyable. Ça a été une expérience qui était vraiment unique. Je pense que tous les jeunes ont aimé ça. On a pris le Fury au deuxième tour. C'était aussi excellent. On a fait ça le comble encore une fois au deuxième match quand ils se sont déplacés. Ça a été un super beau match. Défaite 1-0 à Laval. On s'est déplacé au stade... au TD Place à Ottawa. Ça a été vraiment une belle expérience aussi. On a mobilisé, je pense, c'était 4 autobus de jeunes qui sont partis de Blainville. On a mis juste les jeunes, les parents suivaient en voiture, puis les jeunes, dans le fond, ont pu suivre un peu comme des fans, comme on le voit peut-être en Europe. Ça a été vraiment intéressant. On a rempli 400 places à peu près là-bas. Même l'organisation du Fury était vraiment étonnée de voir autant de gens qui se mobilisaient pour venir. Les jeunes sont revenus, je pense, à 2 h du matin là, en autobus. Puis c'était vraiment une belle expérience. Cette année, on veut revivre cet élément-là. On met du temps là-dessus parce qu'on veut refaire vivre là, ce même événement-là à toute notre communauté qui nous suit là, depuis les dernières années. Et là, je pense que vous voulez vous concentrer évidemment à présenter les matchs à Blainville, puisque je sais que l'année dernière, là, il y avait peut-être quelques difficultés avec les infrastructures là, concernant les règlements et tout ça. Là. Exact. L'an passé, on a été obligé de le faire à Laval parce qu'on avait été un peu pris de court avec la qualification. C'était la première fois que les équipes semi-professionnelles intégraient le réseau du championnat canadien. Donc, ça a été une logistique plus complexe. Cette année, l'ayant fait une première année, on savait à quoi s'en tenir. Donc, on travaille très, très fort avec la ville de Blainville, qu'on remercie énormément là, du temps qu'ils mettent dans ce projet-là. Ils y croient autant que nous. Donc, on essaie de monter un stade temporaire là, au Parc Équestre pour une durée de 3 jours, qui serait vraiment pour nous un rêve là, de recevoir les matchs de championnat canadien. Surtout que cette année, on accueille une nouvelle ligue professionnelle au sein du championnat canadien, qui est la CPL. Donc, des matchs qui sont à portée. On pense un peu plus à portée que le Fury. Donc, on y croit beaucoup et on espère là, que ça va vraiment se faire à Blainville cette année. Oui, il y a différentes étapes et par la suite, là, je pense que vous affronteriez une équipe comme Edmonton et ensuite l'Impact si jamais vous réussissiez un parcours parfait, si on veut. Là. Exact, c'est ça. Pour nous, ça serait évidemment un rêve de voir l'Impact se déplacer à Blainville puis nous de se déplacer au Stade Saputo. Je pense qu'il faut rêver pour qu'on garde notre motivation, mais oui, tout à fait, on aimerait vraiment ça se rendre jusque-là. On va vous souhaiter évidemment de ce côté là, pour le championnat canadien. Vous êtes aussi l'une des plus vieilles équipes, si on veut, de la PLSQ. Donc, est-ce que vous sentez une certaine pression, pour montrer l'exemple un petit peu face aux autres organisations qui joignent la Ligue, par exemple? Je ne sais pas si on ressent une certaine pression. On ressent une certaine pression de conserver le même niveau qu'on a, de mettre la même énergie. C'est peut-être plus là que la pression se fait sentir en ayant une grosse année, première ligue masculine, première ligue féminine, avec un championnat canadien et tout le reste des programmes du club. C'est plus là, je vous dirais, qu'en termes de référence, puisque les autres clubs travaillent très, très bien aussi. Ceux qui rentrent en première ligue, habituellement, sont assez bien organisés. Et un peu comme nous, ils touchent les 4 ans jusqu'à la première ligue. Donc, on sait qu'ils ont énormément de choses aussi à travailler de leur côté. Donc, on ne se voit pas plus comme une référence, mais bon, non, c'est justement, un exemple à suivre là, pour les autres équipes. Peut-être pour celles qui veulent rentrer, surtout dans la région des Laurentides, il va y avoir des gros changements au niveau de la structure de club. Donc, il pourrait y avoir des nouvelles équipes de première ligue dans les Laurentides dans les années à venir. Puis définitivement, si on peut être un exemple pour eux, c'est sûr que ça va nous faire plaisir d'accueillir d'autres équipes des Laurentides en première ligue avec nous. Là. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler de l'entraîneur-chef Emmanuel Macagno, donc a remporté quand même le titre d'entraîneur de l'année à quelques reprises au fil de sa carrière. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il retire le maximum de ses joueurs avec autant de succès? Emmanuel, c'est quelqu'un qui est très, très rigoureux. Je pense qu'il a un énorme respect aussi pour ses joueurs. Puis c'est ce qui fait la différence, parce que ce respect-là devient mutuel à ce moment-là. Et il y a une éthique de travail que j'ai rarement vue pour des équipes seniors ou semi-professionnelles. Il faut savoir que les gars qui sont en première ligue, c'est des gars qui travaillent, donc ils donnent énormément de temps de venir s'entraîner 3 fois semaine, plus la préparation physique, plus les matchs. Ça prend un sacrifice qui est grand. Je pense qu'ils le font parce que ils le font pour le soccer, mais ils le font aussi pour l'entraîneur qui est Emmanuel, puis ils arrivent à aller chercher le meilleur de ces joueurs-là à travers ça. Puis je pense qu'il y a cette rigueur-là, cette honnêteté-là aussi avec les joueurs sur où est-ce qu'on veut s'en aller, puis de monter une équipe
qui va être capable de le suivre dans ces plans-là. Puis je pense que c'est sa plus grande qualité, c'est vraiment cette rigueur-là puis ce respect-là qu'il y a avec ses joueurs. Ça, c'est très beau à voir aussi, évidemment. Tout à fait. On va vous souhaiter le plus grand des succès pour Merci la prochaine beaucoup. saison, évidemment. Merci beaucoup pour ta présence à l'émission. Merci beaucoup. En compagnie d'Hélène Lavigne, soyez des nôtres pour le fameux Télébingo des Basses-Laurentides. Toute l'équipe est fébrile et vous attend afin de faire de votre dimanche une journée ensoleillée et possiblement chanceuse. Cliquez j'aime sur notre page Facebook pour faire vos salutations en direct et pour tout savoir sur votre Télébingo. Visitez le site internet de TVBL pour connaître nos points de vente et vous procurer des cartes de jeu. Le Télébingo, maintenant en HD, c'est dimanche 9h30 sur les ondes de TVBL. Je suis acupuncteur et copropriétaire de la Petite Clinique. Je soutiens la TVBL car elle encourage le développement local et elle nous donne l'avantage d'augmenter notre visibilité avec l'affichage de notre logo sur leur site Web. Je suis fier de soutenir la télévision des Basses-Laurentides car nous avons l'opportunité d'assister à différents événements. Il s'agit d'une forme de réseautage intéressante et c'est très valorisant de rencontrer les personnes partageant le même attachement envers la télévision locale. La télévision des Basses-Laurentides est l'image de notre région. Elle joue un rôle de lien entre notre milieu et la communauté. Par son entremise, la Chambre peut rejoindre un vaste public et augmenter sa visibilité. Il s'agit d'une tribune incomparable pour parler de nos projets. On est de retour pour la deuxième portion de notre discussion pour parler maintenant de Le'Veon Bell du côté des Jets de New York. Oui, effectivement. Donc, le porteur de ballon des Steelers auparavant. Donc, on sait qu'il n'a pas joué du tout de la saison passée à cause qu'il n'a pas réussi à s'entendre avec les Steelers pour avoir un contrat, disons, assez intense, là, si on peut dire. Oui, effectivement. Donc, oui, avec les Jets, là, on se dit, OK, c'est vraiment une bonne acquisition. Là, c'est un des meilleurs porteurs de ballon de la Ligue. Mais en même temps, avec les Jets, là, on se dit, dans la division dans laquelle ils sont, on pense aux Patriots. On se dit, OK, lui, ils sont pratiquement inclassables. Miami, OK, correct. Buffalo, OK, correct. Fait que là, même avec l'acquisition de Bell, dans ma tête, c'est pas, ils sont pas plus dominants qu'ils l'étaient nécessairement. OK, oui, le jeu de course va être meilleur. Mais selon moi, c'est pas... Oui, c'est une bonne acquisition, mais Le'Veon Bell, ça ne va pas gagner un Super Bowl avec cette équipe-là. Là. Donc, c'est quand même une décision assez spéciale de voir qu'un joueur décide parfois d'aller avec une équipe, pas nécessairement pour aller au titre. Donc, il va falloir surveiller Le'Veon Bell quand même, avec qui il va quand même jouer avec Sam Darnold du côté des Jets. Donc, on va voir l'équilibre de cette offensive-là. Je voulais terminer avec peut-être du côté des Raiders d'Oakland pour parler d'un Brown, mais pas celui que tu souhaitais peut-être. Trent Brown, qui est un joueur de ligne offensive, en fait, du côté des Raiders. Et on sait que les Raiders ont connu une dernière saison très difficile en attaque. On avait de la difficulté à protéger le corps arrière d'Eric Carr. Donc là, avec Trent Brown, on lui a fait signer un contrat de 4 ans et 66 millions. C'est donc beaucoup d'argent, mais je pense qu'on a quand même fait une bonne acquisition pour justement protéger le corps arrière. Et ça risque d'être quand même mieux en attaque, je pense, aussi avec un certain Antonio Brown qui a également été échangé aux Raiders. Donc, l'offensive risque d'être pas mal meilleure qu'à l'année dernière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être bon. Ah, c'est un des meilleurs joueurs de ligne à l'attaque, on va se le dire. Puis justement, s'il laisse plus de temps à Carr pour pouvoir faire ses passes, Antonio Brown va se libérer. Là. C'est ça qui manquait aussi à Carr, là, des receveurs dominants. Là. Puis justement, il va se libérer en 2 secondes. Puis d'après moi, il pourrait être plus dominant que la prochaine saison. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Maxime. Mais penses-tu qu'ils peuvent monter dans le classement ou encore une fois rester Non, dans c'est sûr. Oh, ouais. Ça vient d'ajouter un élément clé à leur offensive. Là. Non, j'ai aucun doute. Ça va être à suivre. J'ai hâte de voir ça. Évidemment, il y a plusieurs joueurs qui n'ont toujours pas signé, mais on va continuer à suivre l'actualité pour voir les prochains joueurs autonomes qui signeront. On va poursuivre avec nos prédictions rapides. Là. Évidemment, c'est hâtif de la saison, de la prochaine saison dans la NFL. Je vais débuter avec toi, Maxime, pour parler de probablement la division que les gens suivent le plus, là, celle des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, donc la AFC East. Donc, on sait probablement déjà qui va remporter cette division-là. On sait à quel point que tu les aimes, les Patriots. Là. Totalement, on les aime tous. Commencer avec ça, spécialement pour toi. S'en débarrasser tout de suite. Exactement. Alors, on sait qu'il va rester solide. Là. On sait qu'il y a une bonne base avec les Patriots. Ils vont rester au sommet, mais on parlait tout le temps des Jets. Là. Ça va être une des meilleures offensives également de cette section-là. Il faut parler aussi de C.J. Mosley, des Ravens. Justement, j'ai l'impression que les Jets ont fait vraiment un bon magasinage là, pour aller chercher les joueurs clés. Ensuite, on va les Bills et les Dolphins.
Dolphins qui vont suivre le reste. J'ai pas l'impression qu'ils vont être trop dominants les 2 dernières. Ouais, rapidement, donc je pense que moi aussi, les Jets vont terminer deuxième. Derrière les Patriots, mais encore une fois, la Nouvelle-Angleterre qui devrait sortir gagnant de cette division-là. Et même sans Gronk, on y pense. Là, justement, il prend sa retraite, donc Gronkowski, mais en tant que tel, là, Tom Brady peut faire des miracles avec un gars qui vend des souliers. Là. Fait qu'on s'entend. Là. Fait que, ils vont rester premiers dans la division, ça c'est clair. Maintenant, on va y aller avec... on va rester dans la AFC, mais on va aller du côté de la AFC North, ta division préférée. Oui, donc il y a pas mal de changements justement dans la AFC North, on y pense. On dit d'habitude les Steelers étaient plus justement dans le haut du classement. L'année passée, ils ont fini deuxième, donc les Ravens directement devant eux. Mais là, les Browns, là, ils se sont dit, bon, nous, on rentre dans le tas. Puis d'après moi, les Browns pourraient pratiquement, là, entre la première place, j'hésite vraiment entre les Browns et les Ravens. Les Ravens, peut-être, au niveau de l'attaque, peut-être un petit peu moins dominant que les Browns, mais la défensive, c'est ça qui va tout faire la différence, parce que la défensive des Browns n'est pas à 100%, là, on va se le dire. Mais selon moi, mon classement, je dirais Browns, Ravens, Steelers et finalement les Bengals, que c'est pratiquement sûr qu'ils finissent dernier. Les Bengals qui n'ont pas été très compétitifs et malheureusement les Steelers qui ont perdu plusieurs gros morceaux. Ouais. Donc c'est pourquoi on les voit plus loin. Et les deux autres équipes, les Ravens et les Browns, qui ont ajouté des gros joueurs, donc risquent de se battre pour les premières positions. Ah oui, effectivement. On va demeurer dans la AFC, donc évidemment avec la AFC South maintenant. On va faire le tour de la AFC, évidemment. Donc, les Colts peuvent-ils remporter cette division-là? Mais justement, ça, c'est une des divisions, selon moi, des plus serrées. C'est fou, on pense, OK, les Titans, on se dit, eux, vont probablement rester au fond du classement. Mais on pense aux 3 autres équipes, les Texans, les Jaguars et les Colts. Les Colts, l'année passée, ont été extrêmement surprenants. Fait qu'est-ce qu'ils peuvent justement monter dans top 1, top 2, peut-être? Mais là, les Jaguars, la question de Nick Foles. Puis on pense aux Texans qui ont une défensive absolument incroyable, quoi qu'ils ont perdu Tyrann Mathieu, mais qui est quand même dominant. Là, on pense à J.J. Watt, qui est un des meilleurs au niveau de la défensive dans la Ligue. Donc, selon moi, les Texans resteraient premiers. Je mettrais peut-être les Colts deuxième, ensuite Jacksonville et finalement les Titans. Et moi, tu vois, je vois quand même les Colts, j'ai l'impression qu'ils vont surprendre cette année et vont finir premiers. Donc, ça risque d'être difficile de prédire la bonne chose dans cette division-là. On reste avec toi, Frédéric, maintenant, parce qu'on avait prévu de parler aussi de la AFC West. Donc, a-t-on encore les Chiefs comme favoris dans cette division-là? À 100%. Puis d'après moi, cette division-là, c'est elle qui va le moins bouger. Donc, on passe aux Chiefs qui ont eu une fiche absolument dominante cette année. Ils essaient de s'améliorer au niveau de la défensive, ça c'est sûr. Au niveau de l'attaque, c'est les plus dominants de la Ligue. Là, on pense aux Chargers également qui ont une fiche vraiment haute, également l'année passée, victorieuse. Puis là, on se dit les Broncos, peut-être troisième encore une fois. La question de Joe Flacco, peut-être un corps arrière un plus vétéran, là, qui a plus d'expérience dans le domaine. Et les Raiders, moi, je les laisse derniers cette année, même avec des acquisitions comme les deux Browns, on pense à ça. Mais je me dis, on ne peut pas améliorer une équipe avec 1 ou 2 joueurs. Il faut quelque chose d'autre. Fait que selon moi, même avec un des meilleurs coachs, entraîneurs de la Ligue, un des meilleurs receveurs de la Ligue, un des meilleurs joueurs dans l'attaque de la Ligue, ils vont rester derniers, là, selon moi. Avoir une meilleure fiche, mais rester dernier. Bon, au moins, mais je pense qu'on va souhaiter évidemment aux Chiefs et Laurent Duvernay-Tardif de remporter le championnat à la fin, pas seulement les séries éliminatoires, évidemment. On passe maintenant dans la section NFC avec la NFC North qui risque... Moi, je pense que les Bears vont aller remporter cette division-là. Totalement d'accord. Moi, je les vois au top, suivi par les Green Bay Packers. Ils ont fait quelques additions. Il reste quand même toujours une bonne équipe. Également, on va suivre par les Vikings du Minnesota, qui ont quand même une bonne attaque, qui continuent d'être crédibles. Sinon, par la suite, les Lions, je ne vois pas vraiment bien loin, au plus bas classement, en fait. Sinon, c'est ça. Sincèrement, ça va être pas mal le classement. Je te dirais Chicago, Green Bay, Minnesota et Détroit. Donc, quand même, Green Bay aussi, qui ont perdu beaucoup de profondeur dernièrement. Donc, vont être un petit peu moins solides cette saison. Donc, on regarde du côté des Bears. Je vais y aller maintenant avec la NFC East rapidement du côté de mes Eagles de Philadelphie. Justement, je pense qu'ils vont remporter cette division-là parce que l'année dernière, ils ont quand même connu quelques difficultés, beaucoup de blessures. Donc, je pense qu'ils vont revenir au sommet et on a quand même conservé la majorité des joueurs, mis à part peut-être la perte de Golden Tate et Nick Foles, mais on sait que Carson Wentz, du côté des corps arrière, est très solide. Si on regarde du côté des Cowboys, on a bien fait l'an passé, mais je pense qu'on a quand même surpris beaucoup et
pense que les équipes vont s'ajuster quand même beaucoup et donc vont peut-être se retrouver un petit peu en arrière des Eagles. Ensuite, là, on regarde les deux autres équipes, là, les Redskins. On n'est pas certain que Alex Smith soit de retour. Donc, évidemment, ça, c'est une lourde perte pour l'offensive des Redskins. Et on sait que les Giants là, ont perdu beaucoup de morceaux. Donc, on risque de se retrouver dans les derniers rangs, évidemment. Donc, j'y vais avec les Eagles, Cowboys, Redskins et Giants. Toi, Maxime, on va terminer avec la NFC West maintenant. Oui. Les Rams qui ont bien fait l'an passé, peuvent-ils faire la même chose cette année? Bien, j'ai l'impression que oui. Ils vont garder solide attaque, solide défensive également. Il y a par contre la ligne à l'attaque qui est un peu plus vieillissante. Mais en fait, moi, je vois San Francisco, avec les additions qu'ils ont faites, les 49ers vont être vraiment solides. Que ce soit les deux ajouts à la défensive ou même Coleman à l'attaque. Là, ça va être, on va être dévastateur à l'attaque. Là. Justement, c'est un des meilleurs joueurs à l'offensive, anciennement des Falcons. Par la suite, il y a Seattle. Évidemment, ça reste une très bonne équipe, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont faire les séries. Et ensuite, les Cards. Oui, les Cards qui sont horribles, honnêtement. Ça va pas super bien. Pas être méchant, mais ouais, ça manque de profondeur là, du côté de cette équipe-là. On va terminer avec la NFC South. Ça risque d'être une des divisions aussi, encore très, très serrée. On pense aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Risque de remporter cette division-là, moi, j'ai l'impression. On a les Panthers de la Caroline et les Falcons d'Atlanta qui ont une bonne équipe, mais encore une fois, on dirait qu'il manque toujours un petit quelque chose là, pour avoir le dessus sur les Saints qui sont vraiment dominants dans les dernières années. C'est des éléments défensifs qui leur manquent, je pense. Mais à l'attaque, sont dévastateurs. Là, mais à la défensive, j'ai l'impression qu'ils manquent. Ils sont pas capables de terminer, c'est ça, justement. On se dit, OK, ils peuvent commencer bien la saison, mais après, justement, ça... tout tombe à l'eau. C'est juste plate pour eux. Puis justement, jouer contre contre l'équipe de Drew Brees, c'est pas facile là, au niveau de la défensive. Donc déjà, s'ils n'ont pas une défensive solide, ça les aide pas. Là. Et évidemment, il va y avoir les Buccaneers, là, encore une fois, dans les derniers rangs. C'est ce qui complète notre tour d'horizon de la NFL, donc pour la prochaine saison qui sera disputée dans le circuit Godel. Bien, merci à vous d'avoir été là encore une fois cette semaine. On va maintenant aller avec notre calendrier de la semaine pour l'émission. Cette semaine, pour notre calendrier, on poursuit donc évidemment du côté du Canadien notre course aux séries éliminatoires en affrontant le 4 avril prochain, donc les Capitals de Washington, dès 19h sur la route, donc au Capital One Arena. Donc 2 jours plus tard, on conclura la saison en accueillant les Maple Leafs de Toronto dès 19h au Centre Bell. Donc il y a toujours possibilité d'ailleurs de rattraper les Maple Leafs de Toronto au classement. Donc ça serait intéressant de voir ça de ce côté-là. Ensuite, l'Impact de Montréal sera en action donc dans la MLS à partir du 6 avril. On aura 2 matchs cette semaine, donc on va visiter le New York City FC dès 13h au Yankee Stadium. Et ensuite, on sera encore une fois sur la route le 9 avril prochain pour visiter le DC United dès 20h au Audi Field. C'est ce qui complète notre émission de cette semaine et notre calendrier. On espère que vous avez apprécié notre contenu de Sport Addict. Et on vous rappelle qu'on est sur les réseaux sociaux, donc au nom de Sport Addict sur notre page Facebook et sur notre site web sportaddict.com. Merci à tous d'avoir été là et je vous souhaite une belle semaine.